Bonjour, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale qui se passe ici en direct du Festival de Cannes. Nous sommes en 2013, nous sommes en hiver, mais ici il fait très bon et j'ai la chance d'avoir avec moi deux invités de prestige qui ont un petit point commun, comme vous allez le voir, Monsieur Timothée Leroy et Monsieur Claude Leroy. Vous êtes de la famille, c'est ça? Nous sommes bien, oui. Qui font partie donc des éditions Jacques Taléa. Un éditeur connu et un auteur très connu parce que M. Claude Leroy, c'est un petit peu un des spécialistes du jeu abstrait en France. Vous en avez commis un certain nombre. Oui, on peut employer le verbe commettre, effectivement. J'assume. Et alors moi je vais une question à vous poser. Là, vous avez apporté quelques nouveautés, on va en parler. Mais je voulais d'abord vous poser comme savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire du jeu de société abstrait. Parce qu'on sait que si on veut être riche, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, effectivement, quand on fait quelque chose, on peut le faire pour être riche, ou bien on peut décider qu'on va avoir simplement du plaisir à faire ce que l'on fait. Oui. Alors, en fait, moi, je me suis lancé dans la création de jeux abstraits parce que je suis un grand égoïste. C'est-à-dire que je voulais je voulais créer des jeux auxquels moi-même j'avais envie de jouer. Ce qui est logique, c'est légitime en tout cas. Oui, et en tout cas, alors évidemment, je crée des jeux pour des gens qui ont à peu près les mêmes goûts que moi. Est-ce que vous jouiez déjà à des jeux abstraits dits classiques, échecs, dames? Oui, j'ai été, dans mon adolescence et jeune adulte encore, j'étais joueur d'échecs. Oui. Alors, et simplement, j'ai eu le sentiment qu'il... alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, c'est-à-dire au début des années 70, beaucoup de gens étaient persuadés que tout avait été dit dans le domaine de l'abstrait. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait, quand on avait cité le Go, les dames, les échecs, l'Othello reversi, les différentes variétés d'échecs et de dames orientales, on avait fait en quelque sorte le tour du possible. Oui. Et nous étions peu nombreux au départ à considérer qu'en fait, il existait virtuellement une possibilité de créer des jeux abstraits nouveaux, c'est-à-dire avec qui ne sont pas simplement une démarque et une variation autour de ce qui existait, Oui. mais avec des paramètres spécifiques, ce qu'on appelle des ludèmes, c'est-à-dire Oui. des mécanismes qui sont propres à ce jeu-là. Sachant que déjà, dans les échecs, il y a toujours eu des réinventeurs de variantes d'échecs Oui, multiples et innombrables. oui, mais justement, c'est Avec brio ou pas d'ailleurs, certaines sont oui, très rigolotes. mais certaines très brillantes et très rigolotes. Simplement, c'est une variation autour d'un thème connu. C'est ça. Alors, le défi pour les mordus du jeu abstrait dans mon genre, le défi, c'était de créer des jeux qui, dans le principe, n'avaient strictement rien à voir. Oui. Et c'est la raison. Entre eux. Comment? Rien à voir avec quoi? Rien à voir avec les jeux Qui existent. C'est-à-dire pas des échec, pas dame, Voilà. pas connoté dans la même... Au niveau des mécanismes, Oui. parce qu'on peut très bien donner une thématique différente à un jeu, et puis en réalité... Alors, c'est étonnant de donner une thématique à un jeu abstrait. Mais justement, non. Il y a des jeux, par exemple, qui paraphrasaient les échecs Oui. et les dames, avec simplement une thématique différente. Oui. Dans mon cas, ce qui m'intéressait, c'était de créer des jeux dont les mécanismes soient totalement différents. C'est-à-dire obtenir qu'en y jouant, on connaisse des sensations qui n'avaient rien à voir avec celles que l'on connaissait en jouant au Go, aux échecs ou aux dames. Parce que c'est quand même des jeux qui sont connotés intellectuels, on va dire. Voilà, alors c'est le grand paradoxe. Moi je dis que c'est un paradoxe parce qu'en France on est bien compartimenté. Oui. Et on aime bien dire ça c'est pour les intellos, ça c'est grand public, ça c'est... mon expérience de pédagogue, parce que j'ai enseigné pendant 40 ans, me dit tout le contraire. Oui, bien sûr, oui, oui. Mais Mais c'est lié à l'histoire des échecs et des choses comme ça. Voilà. C'est-à-dire que c'était une catégorification, pas du jeu, mais du milieu social qui pratiquait ce genre de jeu. Il y a quand même un aspect réflexion, challenge Voilà. intellectuel malgré tout, qui est quand même assez présent. Mais c'est vrai qu'on peut pratiquer les échecs très tôt, très jeune. Enfin, les règles sont simples. Il y a des gens qui jouent très bien aux échecs et qui ont peu d'instruction, peu de culture, mais qui sont de véritables génies, il y en a eu, parce que aux échecs et aux jeux de stratégie, vous n'êtes pas obligé, pour prouver que vous êtes intelligent, vous n'êtes pas obligé de le dire.
surtout en France, dans la conversation courante, pour prouver que vous êtes intelligent, vous êtes obligé de faire de jolies phrases, de grandes phrases, d'employer de grands mots. Oui. Aux échecs, vous pouvez très bien avoir un vocabulaire limité, vous pouvez très bien avoir du mal à vous exprimer, mais comme les combinaisons que vous créez sont d'ordre de l'abstrait, vous pouvez très bien être très fort à ce jeu-là, sans avoir besoin de le prouver en le disant, simplement en jouant. Et je parlais de mon expérience de pédagogue tout à l'heure, j'ai vu parmi mes élèves des élèves qui avaient la réputation d'être des cancres, parce que les profs en face d'eux étaient incapables de tirer 2 mots d'eux, et en réalité on s'apercevait que dans les jeux abstraits réputés pointus, ils étaient très forts. D'accord. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de passer par l'expression verbale, de verbaliser pour prouver qu'ils étaient intelligents. Mais ça, c'est vraiment propre à la France. Hein. Si vous regardez dans certains pays comme l'Espagne, il y a des gens qui jouent aux échecs dans la rue, dans les milieux populaires. En France, vous ne trouvez pas ça, parce qu'en France, on aime bien faire des compartiments, on aime bien faire des catégories. Il y a encore des jeux populaires, hein, mais... Oui, mais ça sera plutôt, en France, ça sera plutôt les jeux de cartes. Par exemple, il y a, le tarot passera très bien comme jeu populaire, alors que le bridge sera connoté dans le genre, les bourgeois parlent aux bourgeois. C'est ça, voilà. Parce qu'il y a les annonces qui sont codées, parce qu'on a l'impression d'un milieu très... C'est aussi le principe du jeu de société, que d'être dans des sociétés, et donc certaines sociétés recréent leur propre communication hors jeu, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, parce que ça fait un certain temps que vous êtes dans le métier, vous parliez tout à l'heure de vos travaux dans les années 70, qu'est-ce qui a changé, d'après vous, dans la création du jeu et dans le public du jeu? Alors d'abord, l'offre s'est considérablement diversifiée. Ça, on le voit aujourd'hui. Simplement, les créateurs de jeux sont devenus très nombreux. Oui. Au départ, on en était au point de considérer qu'il était, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, mais qu'il était pratiquement impossible de créer des jeux nouveaux. Oui. Il y en avait... on considérait que ce qui existait déjà saturait en quelque sorte On n'imaginait pas que c'était possible d'avoir moins de diversité. Eh oui. Et en fait, il y a un cercle vertueux qui s'est enclenché. Plus des jeux nouveaux sont apparus, et plus des joueurs se sont transformés en créateurs. Ils se sont dit, mais après tout, si un tel propose un nouveau jeu, c'est que c'est possible. Et moi-même, je vais essayer. Et on a vu des générations nouvelles apparaître avec de plus en plus de créateurs. On était, dans les années 70, franchement, on était relativement peu nombreux. Hein. Oui. La première fois que je suis venu à Cannes pour le premier festival, je crois, mais on tenait, les créateurs de jeux, on tenait dans un espace guère plus grand que votre studio. Hein. Voilà. Et maintenant, il suffit de venir à Cannes en 2013 pour être ébaubis par... À l'off, là-haut, il y a des créateurs de jeux, des apprentis créateurs de jeux qui sont là par dizaines et des dizaines. Oui. Voilà, donc il y a eu une véritable explosion en moins de 40 ans. Bon, et vous trouvez ça bien? Ah ben oui, bien sûr. Alors évidemment, chacun pourra dire que c'est de plus en plus difficile de se faire une place au soleil, puisque... Alors, est-ce que le jeu abstrait n'en profite pas avec ces quelques défauts imaginaires ou pas qu'on lui prête? Est-ce qu'il y a un renouveau du jeu abstrait? Il y a eu quand même, il y a des éditeurs comme Jacques Taléa qui a continué. Vous étiez plutôt sur du produit assez luxe en fait. Alors au départ, oui, c'est-à-dire que au départ, à partir du moment où il s'agissait de jeux abstraits, mais ça c'est moins Jacques Taléa que, je dirais, les ancêtres de Jacques Taléa, dont Jacques Taléa a pris le relais, nous étions persuadés, à tort ou à raison, que pour un jeu abstrait, donc forcément indépendant des modes, il fallait un matériel en quelque sorte... Indémodable. Oui, indémodable. Un matériel qui avait plutôt rapport avec les traditions mythologiques, avec des matériaux nobles, entre guillemets, comme le cuir ou le bois, etc. Oui, plusieurs jeux en cuir, oui. Voilà. Et en fait, Jacques Taléa s'est construit sur l'idée que son éditeur a développée, à savoir qu'il était possible de créer des jeux au mécanisme intéressant, mais avec une thématique accessible au grand public. Bon. Enfin, c'est super intéressant comme cas, parce qu'en fait, très très souvent,
Aujourd'hui, on a encore, par exemple, Mana et Splits dans notre gamme, qui sont donc des jeux abstraits en bois et en cuir. Et on a toute notre gamme de petits jeux, Okia, alors maintenant, Blue Lion, voilà. Full Moon, etc. Timothée arrive, il y a du changement. Non, pas du tout. Ah pas bon, du tout, pas parce que du j'étais. Mais en fait, ce qui est assez amusant, c'est que parfois, je vais présenter Okia, Blue Lion, Full Moon à un joueur, et je vais arriver sur, par exemple, Mana, Oui. et je vais avoir comme réponse: ah non, moi je joue pas aux jeux abstraits. Ah oui. Comme si Il vient de jouer à plein de jeux abstraits sur lesquels on a complètement plaqué une thématique. Bien hein, sûr. Moi, il faut alors, je pars d'une théorie que moi, c'est un peu comme les théories qu'il y a eu sur le cinéma. Je pense que tout jeu est à la base un jeu abstrait. Ah oui, et que les jeux abstraits d'ailleurs sont complètement d'accord. absolument pas si abstraits que ça. On peut pas dire que les échecs soient un jeu abstrait. C'est quand même une guerre très Oui, il modélise avec des personnages phénomènes très d'habitants. identifiables. Ouais. C'est un mini wargame, il n'y a pas de. Tout à fait, ouais. Et donc, oui, on peut parler de longtemps de l'abstraction, mais bon, après, je pense qu'il y a des idées reçues, effectivement. Après, le fait qu'il y ait des mécanismes plaqués, effectivement, il y a vraiment deux écoles de création, l'école du mécanisme et l'école de la narration. Voilà. Et effectivement, comme dans les autres arts, ceux qui ne travaillent pas sur la narration sont dits abstraits, voilà, mais c'est un mot essentiellement aussi. Et donc, j'ai vu que tu nous avais apporté deux petites choses. Donc une que je connais, une que je connais pas. On va commencer par celle que tu ne connais pas. Alors. Voilà, il y a le Full Moon, donc c'est ça. Full Moon, donc c'est la. Alors un jeu de Claude Leroy, dis donc, je vois ça. Ben voilà. Ça reste encore en famille. Alors Voilà. c'est quoi? C'est une nouveauté? Oui, c'est une nouveauté qui est. Alors c'est une expérience de mariage de la carpe et du lapin, puisqu'il s'agit d'un jeu effectivement abstrait, hein, mais en fait ça ne se voit pas. Parce que là. Bon, il y a des tuiles, Voilà, il y a. des règles multilangues. Voilà. Ça c'est sorti déjà ou c'est Voilà, encore c'est sorti aujourd'hui en fait. C'est sorti aujourd'hui. La date de sortie c'était aujourd'hui. Voilà, c'est l'histoire de petits loups bien sympathiques Oui. et qui ont une idée fixe. Ils veulent décrocher la Lune. Il n'y a pas que. Hein. Je veux dire, ils sont nombreux à vouloir décrocher la Lune. Mais eux, ils y croient vraiment. Oui. Et ils ont constaté simplement que la Lune, c'était un peu loin, Oui. un peu haut. C'est ça en Donc, général. ils se sont persuadés que s'ils se juchaient les uns sur les autres et qu'ils Pourraient arrivaient atteindre à être 4, ils pouvaient décrocher la Lune. Alors nous, on ne va pas les contrarier. On va considérer que quand ils sont 4 à se grimper les uns sur les autres, ils ont gagné. D'accord. Voilà. Donc le but du jeu, on l'a compris, c'est d'aligner 4 loups juchés les uns sur les autres. Ça paraît simple dit comme ça. Hein, Voilà, mais, c'est extrêmement simple. J'imagine qu'il y a des conditions requises. Alors oui, inévitablement, il y a quelques conditions hein, qui viennent. On ne peut pas simplement. Déjà, j'ai voilà. repéré, il y a des loups qui n'ont pas la même couleur. Voilà, J'imagine que ça joue. il y a 4 couleurs. Hein. Alors ça va jouer effectivement, parce que s'il y a 4 couleurs, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est qu'on ne peut pas, alors pour des raisons, il faut leur demander aux loups, hein, mais ils ne supportent pas qu'il y ait un loup de même couleur dans la même. Mais si leur eux- soirée est ratée dans ces cas-là. Voilà. Ah, tu as le même poil que Donc moi. on n'a pas le droit d'aligner 2 loups D'accord. de même couleur. Oui. Bon, ça va limiter. Alors il y a des D'autre part, petites pattes aussi. alors il y a des empreintes qui en fait modélisent, indiquent la mobilité du loup. Ah, c'est des rapides, d'accord. Il y a des rapides et des lents. Non. La distance qu'ils peuvent parcourir. Par Ah, exemple, la distance, d'accord. celui-là Bouge de 1. 1, donc il va bouger de 1. Donc si c'est mon adversaire qui bouge, il va l'amener là. Oui. Si c'est moi qui bouge, je vais l'amener là. C'est-à-dire D'accord. que selon le côté dont. Il y a deux côtés. On joue oui. on joue à 2. On joue à 2, voilà. Hein. Et au départ, on joue exactement avec les mêmes pièces. C'est-à-dire que. Mais C'est recto verso, c'est la même chose. voilà, oui, simplement pour qu'on ne soit pas. Au départ, ils sont placés de façon tout à fait aléatoire. Hein. Et donc, le but, c'est d'arriver à aligner 4 loups. D'accord. En leur faisant parcourir obligatoirement le nombre de cases, en quelque D'accord. sorte. Donc c'est hein. Donc là, par exemple, celui-là fait 3 normalement. Oui. Alors celui-là est très malheureux parce qu'en réalité, il ne peut pas bouger. Pourquoi il Parce que peut 1, pas 2, bouger 3, Ah non, c'est blanc, c'est ouais. déjà blanc. 1, 2, 3, c'est encore blanc. Bon. Hein. Donc en revanche, celui-là va pouvoir venir ici, par exemple. 1, 2. Oui. Hein. On a déjà 2 loups qui sont. Alors le premier qui joue, c'est celui qui est de notre côté, c'est-à-dire qui voit les loups à l'endroit. D'accord. Et par convention, le premier qui joue un loup qui fait 1.
Ah oui, Hein. c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, voilà, on fait 1, hein. Donc on va jouer soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Imaginons donc que je joue ça, je le mets ici donc, de côté, et c'est à ce moment-là que la lune intervient. Ah oui. Parce que la lune ne reste pas, elle n'attend pas simplement que les loups viennent la chercher, mais La lune vient au loup, d'accord. la lune, oui, voilà, la lune dit son mot, très précisément. Ils ont mangé quoi les loups? À mon avis, ils ont fumé des choses, oui. Bon, mais la lune, en fait, va... bon, d'abord, elle nous influence, que nous voulions nous. C'est ça. Voilà. Mais elle influence Faut beaucoup qu'ils les se coupent loups. les c'est-à-dire- cheveux quand c'est la pleine lune. Voilà. Ils plantent leur Donc, lapin. elle va dicter, elle va, à chaque fois qu'un joueur a joué, il a déplacé de là, j'ai déplacé mon loup, je peux mettre la lune soit ici, soit là, dans l'alignement, et ça va imposer à mon adversaire de jouer un loup de même couleur ou de même portée. D'accord. Par exemple, si je le mets là, mon adversaire va être obligé de jouer un loup blanc ou un loup qui fait 1. D'accord. Voilà. Donc il va jouer soit un loup blanc, celui-là par exemple, Oui. soit un qui fait 1, celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le trou? Parce que voilà, En réalité, est bouché. voilà, le trou est bouché. D'accord. C'est-à-dire que les loups ont tendance à se rapprocher les uns du les coup, uns celui des qui faisait 3, qui ne peut pas bouger, maintenant pourra arriver ici. Voilà. Ou là, ça dépend. Bon, si, alors imaginons que tu es en face de moi, tu vas jouer donc 1, 2, 3, tu vas le mettre là, et tu vas choisir de mettre la lune là ou là. Hein. Ah oui, c'est obligatoirement à l'endroit où on vient de jouer. Hein. Oui, Oui, sur la tour qu'on vient de créer. voilà, sur D'accord. l'alignement qu'on vient de créer. Hein. De ce côté-là ou de ce côté-là. Hein. Et donc, on est obligé, pour jouer, de tenir compte de la lune. On est obligé d'obéir à la lune. Obéir à la lune. Alors, inévitablement, il y a un moment où un des joueurs va gagner, parce qu'il aura mieux manœuvré. Juste, on peut déplacer un loup tout seul, mais quand il est sur une tour, on a la possibilité d'amener aussi les loups qui sont avec eux. Ah, on déplace les tours. Par exemple, là ici, on doit bouger soit un loup blanc, soit un loup 3. Si on décide de bouger ce blanc, on peut le bouger tout seul, mais Oui. on peut décider par exemple d'aller amener, de déplacer la meute entre guillemets, Oui. et d'aller amener tout ça ici en fait. Du montant de celui qui est tout en Du bas. montant de celui qui est le plus proche de soi. Du bon côté en tout cas. Tout Voilà. à fait. Et là, ça va être la même chose, on va faire soit ça, soit ça. D'accord, ce qui est Bien. plus facile pour faire les coups. Voilà, alors au départ... Est-ce qu'on a le droit de Ouais. détruire quelque chose que l'autre a fait? Ah bah oui, bien sûr. Enfin, ça se fera spontanément. Dans la mesure, par exemple, où j'ai mis ça ici, hein, donc il y a possibilité de jouer soit un brun, soit un 3. Oui. Mon adversaire, je viens d'alimenter une pile de 3. Oui. Mon adversaire décide de jouer ça, ces 3-là. Oui. Eh bien, il va jouer celui-là tout seul ou ces deux-là. Ouais. Il ne va pas jouer ces 3-là parce qu'il y a déjà un blanc D'accord, ici. oui, oui, oui. Mais il va venir ici. Enfin, il peut en tout D'accord. cas. Il peut venir ici. D'accord, c'est pas vraiment un principe destructif, c'est-à-dire que on le fait par intérêt, quoi. Il y a pas de. On le fait par intérêt, Oui. mais effectivement, on peut faire en sorte que la combinaison que l'adversaire avait préparée ne se pas. ne se fasse pas. Oui. Parce donne qu'on pas la victoire on facile. aura soi-même. En réalité, au début, on joue. Les 12 pièces sont communes aux deux, mais à partir du moment où des aliments sont créés, comme on joue le plus proche de soi sur chacun de ces aliments, on joue en fait avec des points différents. La partie, c'est diversifié. Donc Full Moon, Voilà. qui vient d'arriver Ok. en ce moment, si vous regardez en ce moment, ça coûte combien cette petite boîte? 10 euros. 10 euros, donc c'est pas très cher. Donc jeu Monsieur Collat, illustré par Cyril Bouquet. Toujours. Et voilà, qui se joue 2 joueurs. Deux Une partie, joueurs. c'est quoi, 10 minutes à peine? Oui. Ouais. 5-10 minutes. Ok. La suite, monsieur. On va ranger tout ça. Parce que là, je vois qu'il y a une plus grosse boîte. Cette Alors là, grosse on va en boîte. surprendre plus d'un. Donc ça, c'est une boîte qu'on a déjà vue à Trick Track. Oui. Que j'ai un peu découvert à Trick Track aussi. Ah, t'as découvert ça à Trick Track? Presque, parce qu'en Presque. fait, un jour, j'ai reçu un appel d'un ami que certains connaissent dans le monde du jeu, qui est Stéphane Morel, Oui. et qui m'a dit, mais tu sais, il y a un jeu qui n'a pas d'éditeur en France, qui est absolument génial, qui s'appelle Péloponnèse, et Trick Track vient de faire une vidéo sur ce jeu. Oui, je te parce qu'il y a eu conseille. il y a eu des admirateurs du jeu. Voilà. Le jeu est sorti. J'ai vite compris pourquoi. Le jeu est sorti en Allemagne en version, 2009. en version très limitée. Ouais.
Et voilà, il y a une boîte qui est arrivée jusqu'à chez nous, il y a eu oh, ah. Donc effectivement, dans ces cas-là, on fait regardez par ici. Ouais, mais vous avez bien fait. Et c'est toi qui as regardé. Et j'ai eu la chance, grâce à Stéphane, d'être assez réactif, puisque j'ai vu cette vidéo. Et c'est honnêtement le type de jeu. Moi, je suis joueur de ce type de jeu dans la vie, mais je ne serais pas tenté à éditer ça parce que ça me paraissait risqué par rapport à ce qu'on fait, etc. Oui, ça change un petit peu de... Ah oui, ça change. Plus de gros matos, enfin plus de matériel dedans. Plus de matériel. La boîte, elle pèse son petit poids. Des coûts de production forcément plus élevés, voilà. s'il faut le dire. Ça s'adresse à des joueurs expérimentés déjà. Oui, on est sur du joueur, comme dirait Monsieur Fall, des pousseurs de cubes en bois. C'est ça. Combien de joueurs? Alors là, on est sur du 1 à 5 joueurs. 1 à 5 joueurs. 1 à 5 joueurs. On peut jouer seul. On peut jouer seul. Vraiment. Ouais, et vraiment. Enfin, moi. C'est un autre jeu, j'imagine, mais. C'est vraiment un autre jeu parce que. Réussite. De 2 à 5 joueurs, c'est quand même un bon jeu d'enfoiré, il faut le dire. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Alors qu'à 1, il n'y a pas du tout cette notion-là qui rentre, mais par contre, à 1, ça reste un bon petit jeu de gestion. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ah oui, c'est pas du cube en bois, mais il y a du pion. Il y a du pion. Plusieurs planches à dépuncher. Feuille de score. Voilà, donc ça c'est en fait c'est des plateaux, un plateau pour chaque joueur finalement. Tu nous fais un petit pitch vite fait de... Ouais, un petit pitch rapide. Le thème et la mécanique. Oui, donc en fait chaque joueur est une civilisation qui va vouloir se développer évidemment un peu plus vite que les autres ou un peu mieux que les autres. Et l'idée c'est qu'en fait à chaque tour de jeu, il va y avoir des tuiles qui vont être mises en jeu. À peu près autant qu'il y a de joueurs autour de la table. Et les joueurs vont... Donc des enchères. Et voilà. Et donc les joueurs vont enchérir sur ces différentes tuiles. Et moi, si par exemple je veux aller chercher une tuile et que je suis prêt à payer 3 pour aller la chercher, toi Mops, tu veux la même, tu vas aller mettre 4 dessus. Ben moi avec mes 3, je suis obligé d'aller ailleurs. Sauf que des fois, on ne peut pas aller ailleurs. Et c'est ça qui est rigolo, parce que des fois, tu te retrouves à pouvoir rien du tout prendre pendant ton tour. Et en fait, si les autres se sont bien débrouillés autour de la table, tu as complètement loupé ton tour. Et quand tu loupes ton tour, c'est pas que un jeu d'enchères. C'est pas que un jeu d'enchères, parce qu'après il faut développer, avec des terrains, développer avec des bâtiments. On a qui offrent des pouvoirs au fur et à mesure. Qui offrent des pouvoirs. Par exemple, il va y avoir des désastres qui vont arriver et qui vont impacter tous les joueurs autour de la table. Un vrai petit jeu de civilisation carrément. Et effectivement, il y a certains bâtiments, par exemple, qui permettent de se protéger contre les désastres. Donc si vous avez investi là-dessus avant que le désastre arrive, vous êtes un petit peu protégé. Ça c'est dispo. Ça c'est dispo, c'est pareil, c'est sorti aujourd'hui. Bert Eisenstein, c'est un nom, et en plus il a un nom qui claque. Je sais moi qu'il y a aussi des extensions qui existent en Allemagne. Cela veut-il dire que si le jeu rencontre son public en France, il y a une suite qui vient? Pour être tout à fait honnête, on aurait pu, c'est vrai, les faire tout de suite, mais... Il y a déjà pas mal dedans. Voilà, on n'est pas une très très grosse boîte et on a préféré, comme on savait qu'on prenait un risque, faire déjà le jeu de base. Et si ça rencontre son succès, d'après ce que j'ai pu voir sur les premières parties aujourd'hui, ça devrait pas trop mal se passer. Quel prix? Alors là, on est sur, selon l'endroit où on va se le procurer, on est entre 30 et 35 euros, enfin 32 et 35 euros. On est à peu près à 35 euros. On dit 35 euros et il peut y avoir des bonnes surprises. Ok, donc Péloponnèse de Bert Eisenstein pour du amateur de cubes en bois. Ceux qui peuvent le voir, j'ai un petit badge de la Lidja aujourd'hui, je fais partie des traîtres parce que ce soir il y a la cérémonie de la Lidja où on va remettre des prix. Mais quand même, on s'occupe toujours des gens qui aiment le cube en bois et la gestion. Péloponnèse, donc Full Moon, donc dans un format plus petit, plus léger, pour un duo tête à tête, un peu poétique quand même. Voilà, merci d'être venu, de nous avoir présenté ces jeux. Merci à vous. On se revoit bientôt pour en parler un petit peu plus profondément, peut-être dans le studio Trick Track Internet. Avec grand plaisir. Merci, au revoir les gens et à bientôt. Au revoir.